Salut aux rares personnes. La Red Komodo est en location en ce moment, du coup j'ai ressorti la vieille caméra pour tourner cette vidéo spéciale Halloween. Et c'est un peu bizarre. Ouais, l'ambiance, je sais pas, elle est pas très Halloween en ce moment, ouais. Partons sur un... C'est mieux là. Je m'éclate. Mais ça manque encore d'un truc. Je sais pas, il manque un peu de matière. Ah, ça commence à être un peu... Ah oui, mais on voit plus rien en fait. Je crois que je regrette déjà cette idée. La vidéo spéciale Halloween. Nous sommes en 1986, dans une ville paisible du Massachusetts. Massachusetts, je sais plus, ok? La famille Bowen vit un terrible drame. La maman Charlene vient de décéder d'une longue maladie, laissant derrière elle son mari Frank et ses deux filles, Tina 15 ans et Karen 9 ans. Les deux filles sont justement dans un profond deuil et elles vont trouver réconfort dans le paranormal. Elles font une séance de Ouija justement pour recontacter leur mère, mais ça marche pas, c'est sans réponse. Elles vont pas rester 1000 ans dans le sous-sol, elles vont se coucher dans leur chambre. Mais pendant la nuit, à la surprise générale, il va y avoir des bruits. Les murs commencent à grincer, il commence à avoir des cognements dans les murs. Peut-être que leur séance de Ouija a marché. Si jamais ça devait nous arriver, certains vont prendre peur immédiatement. C'est pas le cas des filles. Elles sont plutôt justement surexcitées en se disant « Putain, waouh, ça a marché trop bien !» Elles peuvent contacter leur mère. Puis elles essayent de rentrer en communication avec ce système de frappe de coups, frappe un coup en fonction des réponses de oui, non, etc. Bon, ça dure quelques jours, cette histoire de communication, mais ça va très vite escalader. Ah oui, parce que jusqu'ici, c'était des cognements au mur, mais là, bon, l'esprit, il commence à bouger des meubles, à manger de la nourriture, voler des objets. Et au fur et à mesure, les filles, elles vont se dire qu'elles ont certainement pas appelé le fantôme de leur mère, mais peut-être un esprit malveillant. Oui, parce que si c'était le fantôme de leur mère, ça ne m'aiderait certainement pas à essayer de leur faire peur, surtout à faire ces interactions un peu étranges. Donc les filles, elles prennent leur courage à deux mains, et elles vont voir leur père, et elles expliquent tout. Elles sont désolées, elles sont en excuses, elles sont en pleurs, et donc elles expliquent qu'elles ont fait la séance de Ouija, que du coup il y a eu une interaction avec un fantôme, il est la cause et le responsable de les meubles qui bougent, les objets volés, de la nourriture mangée pendant la nuit. Et le père, en regardant ça, en écoutant leur fille, il leur dit « Mais vous êtes devenus zinzin, ça va pas ?» Lui, il a une raison très rationnelle à ça, il se dit que simplement ces filles, c'est leur manière de gérer le deuil. Elles se plongent dans des mensonges, elles se plongent dans cette vision que potentiellement c'est le fantôme de leur mère, etc., histoire de se réconforter dans ce deuil-là. Il s'inquiète pas plus que ça. Il essaie juste de les réconforter, mais bon. Quelques jours se passent et on arrive à un soir où le père travaille tard. Il fait nuit et les deux filles sont à la maison seules. Et comme depuis quelques jours, elles entendent toujours ces grattements, ces murs qui font du bruit, ces cognements. Mais ce soir-là, le bruit va venir non plus des murs au bout d'un moment, mais du sous-sol carrément. Donc Tina prend un couteau et met sa petite sœur derrière elle et elles descendent à deux dans le sous-sol. En arrivant en bas, elle trouve personne. Voilà, les bruits se sont arrêtés. Mais par contre, quelque chose de beaucoup plus inquiétant, sur un mur est inscrit « Je suis dans votre chambre, venez me voir ». Alors c'est marqué en anglais bien évidemment, mais là j'ai traduit. Et forcément, avec une telle invitation, on peut pas dire non, on va forcément voir en haut. Non, c'est faux, elle va faire comme toutes les personnes sensées, elles vont prendre peur, elles vont sortir de la maison, elles vont appeler leur père, et leur père va dire d'aller chez le voisin en attendant que lui il revienne à la maison, comme ça il va vérifier ça tout seul. Là pour le coup, le père il le prend pas comme un canular, il se dit certainement que c'est tellement grave en termes d'annonce, que ça peut pas être une gestion du deuil là, simplement, il y a un réel problème. Donc il prend la situation au sérieux, et il arrive. En arrivant dans la maison, il trouve rien. Seul détail qu'il va trouver, les fils de téléphone sont sectionnés. On rappelle, c'est une époque où le téléphone portable n'existait pas, donc il fallait forcément des téléphones filaires, donc si tu coupais les fils téléphoniques, t'avais plus de moyens de communication à l'intérieur de la maison. Et autre détail, mais là pour le coup, c'est pas pour aider les filles, l'inscription en sang est en fait un mélange de ketchup mayo. Et quand même le détail des fils téléphoniques, le père il se dit quand même, bon mes filles elles iraient peut-être pas jusqu'ici quand même, c'est bizarre. Le mélange ketchup mayo, ça peut très bien être fait par elle, mais les fils, on est sur un autre level quand même. Donc il va quand même gronder ses filles dans le doute que ce soit elle. Puis en plus, t'imagines, ça doit être vachement compliqué, toi, en tant que seul parent. Tu dois, en plus de gérer ton deuil personnel, puisque t'as perdu ta femme, tu dois gérer aussi le deuil de tes filles, en plus du fait que, avant, vous étiez deux pour gérer deux enfants, maintenant tu es tout seul pour gérer deux enfants. C'est pas évident, quoi. Puis bon, le fait qu'il les a grondés, ça a certainement été très efficace. Pourquoi? Parce que depuis, il n'y a plus vraiment d'événements paranormaux. Les filles, elles parlent plus du fait que le mur gratte, que le mur fait des bruits. D'ailleurs, il n'y a plus de meubles qui se sont déplacés, ni d'éléments volés. Comme quoi, tout rentre dans l'ordre, petit à petit, dans le côté bizarre de cette histoire. Par contre, dans le perso, c'est plus compliqué de gérer le fait d'être toujours dans la même maison où les souvenirs sont présents concernant la femme. C'est plus dur à gérer, il y a une réelle envie de tourner la page, de s'aider à tourner la page en tout cas. Donc ils vont mettre en vente la maison. Ils n'ont toujours pas de nouvelle maison, de nouveaux endroits où aller.
Donc en attendant, il continue de vivre dedans jusqu'à ce qu'elle soit vendue. Mais le 8 décembre 1986, on va clairement changer d'ambiance. À 17h30, ils ne seront pas 3 dans la maison, mais 4, parce que le père, en plus d'avoir ses 2 filles, a amené une copine des filles pour passer la soirée ensemble. Sauf qu'en rentrant, les meubles ont complètement changé de place. En plus, c'est sale, la douche a été utilisée. Ouais, là, le père, il suppose quand même un cambriolage, donc tout de suite, il dit à leur fille de se mettre sur le côté, en attendant que lui, il fouille. Arrivé dans la chambre de Tina, donc la grande fille, il trouve une nouvelle inscription. Marie-moi. Et toujours en plus avec ce mélange de ketchup mayo là. Ah là, peut-être que finalement les filles mentaient pas tant que ça. Toujours dans la même chambre, il va ouvrir la porte du garde-robe et là il y a quelqu'un. Un jeune adolescent aux cheveux noirs, tombant. Et il n'y a pas que ce détail là qui est troublant. Dans sa main droite il a une hache et dans sa main gauche il a une clé à molette. Puis bon, moi ça m'arrive, je t'avoue, je fuis. Tu vois, c'est le moment où je suis en mode, moi j'ai ni la force ni les couilles, je me casse tout de suite. Bah lui le père il est arrivé, il est parti dans une baston directe. C'est-à-dire qu'il vraiment il est parti pour se battre avec le gars instantanément. On rappelle, le gars il a une hache et une clé à molette. Les filles, en entendant la baston, vont vite courir chez le voisin pour prévenir la police. La police arrive, mais ils ont peur d'une prise d'otage. Sauf qu'au bout de quelques minutes, c'est le père qui sort, et il sort seul. Et il fait signe aux policiers de venir. Et c'est là qu'il explique qu'après quelques minutes de baston, il y a eu un petit moment d'inattention, et il a perdu de vue le gamin. Il le retrouve plus dans la maison. Donc il sait pas s'il a fui. Pour lui, c'est un peu bizarre dans la disposition qu'il était dans la chambre que le gamin ait fui sans le voir. Mais en tout cas, ouais, petit détournement de regard, hop, volatilisé. La police va fouiller en profondeur la maison, a même des chiens pisteurs, sauf que le chien pisteur, il a un petit peu de mal à retrouver le soi-disant gamin parce que les outils que le gamin avait entre les mains, c'est des outils qui appartiennent au père. Donc certainement que le chien confond entre l'odeur du père et l'odeur du gamin. Le chien a du mal à pister. Et les policiers qui vont recueillir témoignages auprès des filles qui expliquent que c'est une maison hantée, etc., etc. Les policiers prennent pas très au sérieux l'histoire. Et le père, il reste pas une minute de plus dans cette maison, quoi. Sauf que 2 jours plus tard, le père va revenir dans la maison pour aller chercher quelques affaires restantes. Et en arrivant devant chez lui, il s'arrête net. Et là, il voit une personne à travers la fenêtre. Et c'est le même garçon avec qui il s'est battu 2 jours auparavant. Et là, cette fois, il n'est pas sur un élan de baston, il se calme, il appelle la police, il leur demande de venir immédiatement parce que le gars est à l'intérieur. Quelques minutes plus tard, le flic arrive, toujours très perplexe parce que, bah, voilà, de ce qui s'est passé 2 jours auparavant, ils y croient toujours pas plus. Le policier rentre dans la maison et la première chose qu'il voit en plus du bordel, c'est l'inscription sur le mur « Je suis dans ta chambre ». Toujours avec ce mélange de ketchup mayo, on rappelle. Sauf que là, le policier va prendre la situation un petit peu plus au sérieux et demande directement des renforts pour fouiller une nouvelle fois plus en profondeur dans la maison. Et cette fois-ci, ils trouveront une particularité. Dans la salle de bain, ils trouvent un faux mur. Un faux mur qui à la base est là pour cacher la tuyauterie. Sauf qu'en trouvant ce mur-là, ils s'aperçoivent bien qu'il y a la possibilité qu'un être humain puisse passer. Et au bout, on voit une pile de vêtements. Et en voulant s'approcher de cette pile de vêtements, ils se rendent compte que c'est pas une pile de vêtements, mais c'est le garçon. Les policiers le sortent, et ce gars-là, il s'appelle Daniel Laplante. Daniel Laplante vivait chez sa mère et son beau-père. Il a grandi dans la même région et a été agressé sexuellement et psychologiquement à de nombreuses reprises, notamment par son père, son beau-père et son psychiatre. C'est l'horreur sur Terre. Il a également des difficultés à l'école. On lui a diagnostiqué une dyslexie à un âge très précoce. Certains de ses camarades de classe le décrivent comme inquiétant et étrange. Adolescent, on le diagnostique avec un trouble de l'hyperactivité en raison de son comportement anormal, de son apparence et de son manque d'hygiène. Et vers 16 ans, il plonge dans différents cambriolages avant de justement trouver la maison de Bowen, dans laquelle il va justement réussir à forcer l'entrée avec son expérience de cambrioleur. Il trouve la possibilité de se cacher dans les murs, dans laquelle il va creuser des petits trous pour espionner la famille. Et c'est à ce moment-là qu'il découvrit les jeunes filles dans la séance de Ouija et il va profiter de cette situation-là pour traumatiser la famille. Une fois arrêté, malheureusement, il sera relâché parce qu'il a fait mal à personne. Sauf que son histoire à lui, à Daniel Laplante, elle s'arrête pas là. Là, je vous ai raconté l'histoire qui a inspiré le film The Boy, sauf que l'histoire de Daniel Laplante, elle continue, et pas dans le bon sens. En novembre 1987, Laplante pénètre chez le domicile des Gustafson. La famille est composée de la mère Priscilla et du père Andrew. Ils ont 2 fils, Abigail 7 ans et William 5 ans. Ensemble, ils attendent un futur enfant, et c'est dans cette famille-là que Daniel y vole des objets et surtout une arme à feu avec munitions. Ça, c'était en novembre 1987, sauf que le 1er décembre 1987, il va pénétrer dans le domicile pour une 2e fois. Et dernière fois. Et ce soir-là, Priscilla, elle est seule avec son enfant William de 5 ans. Daniel les menace avec une arme à feu et demande à William de se planquer dans le placard pendant qu'il attache sa mère sur le lit. Pourquoi il l'attache? Je pense que vous savez très bien ce qu'il lui réserve comme sort, avant de l'exécuter avec 2 coups de feu à bout portant. Une fois fait, il récupère William, l'emmène dans la salle de bain, coule le bain et noie William dans l'eau. Il va pour quitter les lieux, sauf qu'au moment de sortir, c'est Abigail qui rentre dans la maison. Il vient de rentrer de l'école et Daniel lui réserve le même sort que son petit frère, toujours dans la salle de bain. Plusieurs heures plus tard, c'est le père qui rentre à son tour. Daniel n'est plus là, mais il va découvrir le massacre qu'il a laissé derrière lui. Il appelle la police, mais il est déjà trop tard. La police peut seulement mener l'enquête. Lié à différents indices
relevé d'empreintes de pas, cheveux d'Abigail trouvés dans la chaussette de LaPlante, il est relié à l'enquête. LaPlante tentera de fuir, une chasse à l'homme est lancée, mais il est vite rattrapé. Un an plus tard, LaPlante a été condamné à 3 peines d'emprisonnement à perpétuité pour les meurtres de la famille. En 2017, LaPlante a demandé une réduction de sa peine. D'après une nouvelle loi, les mineurs reconnus coupables de meurtre devraient avoir une opportunité significative de réintégrer la société. Après avoir passé au moins 30 ans derrière les barreaux, le coupable a le droit de demander une remise en liberté. Le juge a cependant confirmé la condamnation de LaPlante en 3 peines consécutives d'emprisonnement à vie, avec possibilité de libération conditionnelle après 45 ans, car le psychiatre légiste a évalué LaPlante et constaté qu'il n'avait aucun remords pour ses crimes. Comme j'ai dit, cette histoire-là, en tout cas un bout de cette histoire, a inspiré le film The Boy. Voilà! Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Like, abonne-toi, tu sais ce qu'il faut faire pour soutenir cette chaîne si tu souhaites le faire. À plus, ciao!